chansonniers ils sont caractérisés comment? C'est-à-dire que c'est uniquement l'humour politique? Parce que est-ce que Stéphane Guillon, un type comme Stéphane Guillon, c'est un chansonnier? Stéphane Guillon, c'est aussi un chansonnier. C'est un humoriste chansonnier. Parce que lui, il est féroce. Il est extrêmement féroce, et quand il n'est pas méchant, il est drôle. Et il est la plupart du temps féroce, et il est très drôle. Moi, je l'ai vu commencer au caveau de la République il y a une vingtaine d'années. Moi, je trouve que c'est un type qui a beaucoup de talent. Il y va carrément. Je pense qu'il faut y aller carrément. D'accord. Donc, on reviendra sur la manière d'y aller carrément. Donc, vous avez commencé quoi? Alors, j'ai vu que vous avez commencé à FR3 Limoges. Oui. Alors, comment on arrive à Limoges? Parce que vous êtes parisien. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, j'ai fait une école de commerce. Parce que ma pauvre maman avait remarqué que j'avais des facilités pour parler. Et elle s'est dit, ben, ça serait un bon représentant de commerce. Alors, même dans une école de commerce qui m'emmerdait considérablement. Enfin bon, j'ai réussi à arracher un diplôme de marketing. Mais j'étais désespéré, ça ne m'intéressait pas du tout. Et j'étais à l'école des cadres du commerce à Paris. Et donc en mai 1964, à la fin de l'année, de la dernière année, on a distribué les diplômes et le bureau des élèves a organisé une soirée, un rallye automobile qui se terminait par une grande soirée où tout le monde devait se marrer, s'amuser, etc. Et le bureau des élèves, comme je m'amusais à imiter un petit peu mes profs et à faire rire les copains, m'avait dit: tu animeras la soirée. Et j'ai animé cette soirée. Il se trouve qu'à cette soirée était venu José Arthur, qui était un immense animateur de radio, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et qui était un type qui a fait une carrière extraordinaire. Et il est venu à cette soirée. Et il m'a vu animer la soirée, chanter des chansons, imiter les profs, etc., ce qui n'intéressait que les gens qui étaient là, mais enfin bon. Et il m'a dit: venez me voir, vous avez des facilités, etc. Et il m'a proposé d'animer une émission sur France Inter, tous les soirs, de 20h30 à 21h30. J'ai commencé, c'était en juillet 64, donc j'ai commencé en juillet 64. Et je partais à l'armée, je savais que je partais à l'armée le 1er novembre. Donc je me suis dit, je vais faire 6 mois de radio. Ça sera mes débuts. Et j'ai fait mes débuts à la radio, donc en quittant l'école de commerce, j'ai fait mes débuts à la radio avant de partir à l'armée. Et j'animais cette émission tous les soirs, j'avais un cachet de 64 francs. Et tous les soirs, j'étais très heureux, j'animais avec une jeune femme qui s'appelait Christine Pilzer, on était tous les deux les animateurs de cette émission, qui était une émission de jeu interactive avec des coups de téléphone, etc. Et puis je suis parti à l'armée en mai 64. Comme mon père était prof d'allemand, et m'a influencé pour prendre l'allemand comme première langue. J'ai pris l'allemand comme première langue, j'ai beaucoup aimé cette langue, absolument magnifique et très intéressante et difficile. Et donc j'ai demandé à partir en Allemagne, et du coup je me suis retrouvé à Montlhéry, à 35 km de Paris, et j'ai fait mon service militaire à Montlhéry, au 151e régiment du train des équipages. Voilà, j'ai appris à conduire des voitures et des camions, et quand je suis sorti du service militaire, le jour de la Saint-Valentin 66, le 14 février, je suis retourné à la maison de la radio et j'ai été voir José Arthur. J'ai dit: écoutez, j'ai vraiment très envie de refaire du micro, j'ai adoré ça, mais ce qui me ferait vraiment plaisir, ce qui me passionnerait, c'est d'être reporter, c'est d'être Tintin, c'est d'être le premier sur un événement et de le raconter à ma manière. Et il m'a dit: bah, écoutez, je vais vous mettre entre les mains du directeur des stations régionales. Je suis allé voir ce monsieur qui m'a dit: voilà, il m'a téléphoné au bout de quelques jours, il m'a dit: voilà, il y a un journaliste qui vient de démissionner de France 3 Limoges, est-ce que vous voulez y aller? J'ai pris mon baluchon, je suis parti à Limoges. Et je suis reparti à Limoges, donc début mars 66, et j'ai fait mes débuts là-bas de journaliste. Et j'ai vraiment appris à me servir d'un agra, à parler devant une caméra, à interviewer les gens, etc. etc. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, et puis je gagnais pratiquement rien, mais pour moi c'était passionnant. Et puis je me suis marié en 1967, et ça faisait 1 an que j'étais à Limoges, et ma femme finissait sa médecine à Paris. Et elle gagnait rien, parce qu'elle finissait sa médecine, elle était comme étudiante, et moi je gagnais rien, parce qu'à Limoges on ne gagnait pas grand chose. Donc on est convenu que si on commençait notre mariage en étant séparés, qu'on a eu un petit garçon très vite, ça irait pas bien. Donc au mois de juin 66, je suis rentré à Paris, et j'avais fait un reportage. Le dernier reportage que j'ai fait pour France 3 Limoges était un reportage sur les services de sécurité de la société Primagaz. Alors ils étaient très sympas. Alors j'ai discuté avec eux et je leur ai dit: voilà, moi j'ai un diplôme de marketing, je suis obligé de partir de Limoges, je rentre à Paris, vous avez l'air sympa, est-ce que tout le monde est sympa dans la société? Ils m'ont dit: vous allez aller voir monsieur Lefebvre, qui est directeur commercial chez Primagaz, c'est lui qui embauche. Je suis allé à Paris voir monsieur Lefebvre et j'ai été embauché chez Primagaz comme représentant de commerce. Et là, alors la déprime a commencé, c'était affreux, j'avais horreur de ça, j'y connaissais rien, il fallait vendre des bouteilles de gaz, et alors heureusement j'avais tout le secteur de l'Oise.
Alors j'avais une 4L et je faisais 200 km par jour en 4L pour aller voir tous les concessionnaires de Beauvais, de Montdidier, de Villers-Saint-Paul, de Créteil, de Creil, de tout ce que vous voulez, dans l'Oise, Compiègne bien sûr, et pour essayer de caser nos bouteilles de gaz. Et je me suis lié d'amitié avec un garçon qui lui habitait à Compiègne à l'époque et qui lui s'occupait de Chafoto et Maury, les chauffe-eau. Alors on a fait des campagnes eau chaude, Chafoto et Maury, prime à gaz. Alors on était tous les deux, j'étais beaucoup moins malheureux. On a fait des horreurs, on arrive chez une vieille dame dans une maison pourrie, une cuisine désespérée à se flinguer. On était là, on essayait de lui casser un chauffe-eau avec un contrat. Alors, mon copain était très fort pour la technique, moi je n'étais que baratineur, et j'y connaissais rien. Alors lui, il commence à installer le chauffe-eau dans l'évier, et puis il cachait son travail. Et moi, pendant ce temps-là, je baratinais avec la dame. Et tout d'un coup, elle a réussi à remplacer, elle m'a dit, monsieur, je n'ai pas l'eau. Et au système, je lui ai répondu oui, mais quand vous l'aurez, elle sera chaude. On est reparti honteux que les contrats, on avait casé le chauffe-eau et la bouteille de gaz, c'est vraiment dégueulasse. Enfin bref, on a fait ça. Et je suis toujours ami avec ce garçon, dans une parenthèse, Jean-Pierre, qui ensuite a quitté Primagaz, comme moi. Et puis, j'écoutais beaucoup la radio dans la voiture, parce qu'il y avait tous les kilomètres que je faisais, et j'étais en admiration devant Maurice Biraud, qui était un animateur extraordinaire de radio, un des plus grands qu'il y ait eu au XXe siècle, et qui était un type extrêmement chaleureux. En l'écoutant animer son émission, en l'écoutant parler, en voyant comment il parlait aux gens par téléphone, je vous ai dit c'est un bon, c'est un gentil, c'est un vrai. Je suis sûr que c'est un type bien. Alors je l'écoutais, c'était un peu mon idole. Et j'ai été représentant quand même pendant deux ans. Après Primagaz, j'en pouvais plus, je suis rentré chez Grundig, on m'a fait faire des statistiques, j'étais désespéré, je suis parti bon. Et en janvier 70, après avoir beaucoup écouté Maurice Biraud dans ma voiture, je me suis dit, je vais entrer à Europe 1 comme journaliste. Et j'ai décidé que ça serait à Europe 1 que j'entrerais comme journaliste. Comme ça. Comme ça, j'ai dit, c'est là que je vais aller. J'avais toute l'expérience de Limoges et les interviews, les journalistes qui m'avaient beaucoup aidé. Mais les journalistes de région, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais ils sont illustrement inconnus à Paris. Et on s'en fout tout le monde, le chaîne nationale s'en fout complètement, alors que c'est vachement bien. Bon. Alors je me suis dit, je vais entrer à Europe 1. Alors je téléphone début janvier à Europe 1 et je demande M. Gorigny, Jean Gorigny, qui est décédé maintenant, qui m'a tout appris et qui était le directeur de la rédaction d'Europe 1. Et j'entendais tout ça à l'antenne tous les jours, j'entendais tous ces gens-là, etc. Et je tombe sur sa secrétaire qui s'appelait Josiane. Et je lui dis voilà, je me présente, je m'appelle Pierre Douglas, j'ai été journaliste à Limoges. Elle me dit ah bon, ben tant mieux pour vous. Je voudrais un rendez-vous avec M. Gorigny. Elle m'a dit ben écoutez, je vous rappelle. Et j'ai, mon cher Hervé, téléphoné à Europe 1 tous les matins, du lundi au vendredi, pendant 5 mois. J'avais décidé que j'entrerais à Europe 1. Soyons très honnêtes, c'était moins difficile qu'aujourd'hui. Parce qu'il y avait 4 radios en France, et on en reparlera après. Il y avait 4 radios et 3 chaînes de télé. Donc si vous voulez, c'était plus facile. Aujourd'hui, paradoxalement, il y a 300 chaînes de télé et 600 radios, mais c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a des tas de choses avec Internet, etc. Ça n'a rien à voir avec l'époque. Les interviews, on les faisait avec un Agra, c'est un appareil avec des bandes magnétiques, on coupait avec des ciseaux, on mettait du papier collant pour, quand on voulait enlever une phrase. Vous voyez, c'était pas de la rigolade. Bon. J'ai téléphoné pendant 5 mois et avec Josiane, on est devenus très bons amis. Il y avait même des matins où j'appelais mon coup de fil, on ne parlait même pas de mon rendez-vous. Je lui dis, j'ai entendu ce matin Jean-Claude Dacier. Il me dit, oui, il me dit, tu peux pas savoir, on s'est tutoyé, etc. Et puis fin mai, je donne mon coup de fil, je lui dis, je l'aurai. Et fin mai, elle me dit, tu es assis. Je dis, oui, elle me dit, t'as rendez-vous lundi. Alors, en fait, c'est Josiane qui a arrangé le coup. C'est Josiane qui a arrangé le coup. Alors, je suis arrivé le lundi matin à 9h du matin et elle m'a dit, t'as rendez-vous à 9h, je suis arrivé à 9h pile. On m'a dit, Jean Gorigny est en déplacement, il sera là qu'à 16h. J'ai attendu 5 mois, je peux attendre jusqu'à 16h. Alors j'ai attendu jusqu'à 16h, il est arrivé, ce monsieur, assez pète sec, avec une petite pipe, qui était un immense journaliste. Et ils avaient créé Europe 1 10 ans avant, avec Maurice Siegel. Et c'était André Arnaud qui présentait le journal des heures. Vous êtes jeunes tous, mais ce sont des gens qui ont une histoire, qui ont laissé leur place dans l'histoire de la radio d'une façon absolument exceptionnelle. Et Gorigny me dit, alors bon, pourquoi vous vouliez me voir? Ben, je dis, écoutez, voilà, je voudrais vraiment devenir reporter chez vous, je suis fasciné par votre radio, je sais interviewer les gens, je sais parler. Il me dit, vous avez quel âge? J'ai 29 ans, il m'a dit, c'est bien tard pour entamer une carrière. J'ai dit, bon, ben, écoutez, donnez-moi ma chance. Alors il m'a dit, vous savez où vous servez dans la grâce? J'ai dit, oui. Il m'a dit, ben, vous allez me faire un reportage sur l'été à Paris. Allez, bonsoir monsieur. Je me suis retrouvé à 5h de l'après-midi, avenue Montaigne, assis sur un banc avec mon Agra qui pesait 9 kilos. Hein? Et je me suis dit, il faut que je fasse un reportage sur l'été à Paris.
Et il y avait un journaliste à l'époque, un reporter qui est devenu un ami, Alexandre Fonti, qui malheureusement nous a quittés il y a 2 ans, et qui m'avait dit, si ton reportage passe à la radio, tu as des chances d'être reçu, s'il ne passe pas, tu ne seras pas reçu. Ça n'a pas engagé. Je me suis dit, il faut que ça passe. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire l'été à Paris? Alors j'ai eu l'idée de faire 2 choses. La première, c'était d'interviewer des gens qui sont à Paris avec un accent. Donc je suis allé au Jardin de Luxembourg, aux Tuileries, interviewer des touristes qui parlaient français avec un accent. Et je leur ai fait dire des trucs un peu sympas. Et j'ai fait un montage d'1 minute où il y avait plein de voix avec des accents étrangers qui parlaient du bonheur d'être à Paris l'été. Et puis je suis allé interviewer les gens qui étaient l'été à Paris. C'est le seul moment de l'année où ils gagnent beaucoup leur vie. Bon, c'était le type qui s'occupe de l'ascenseur de Tour Eiffel, le type qui fait marcher les bateaux-mouches, le gars qui faisait marcher les téléphériques de Montmartre, etc. Les gars qui travaillaient l'été. Et j'ai ramené mes 2 reportages en priant pour qu'ils passent à l'antenne. Et il y en a un qui est passé le samedi suivant, c'était un lundi, ça, je suis arrivé. Le premier reportage est passé le samedi à 6h du matin, le deuxième est passé à 7h. Et je suis arrivé à 9h30 à la rédaction, pour la conférence de rédaction, on m'a dit, tes 2 reportages sont passés. Ah. Alors j'ai dit, j'ai une chance, mais on ne m'a pas dit, on vous engage, j'étais là depuis une semaine. On ne me dit rien. Rien. Quand je regarde la journée, je lis les journaux, je fais comme tout le monde, je vais en studio dès que quelqu'un passe, et on ne me dit rien. Alors le samedi soir, j'ai dit bon, je reviens lundi, parce qu'on ne m'a pas dit de parvenir. Et le lundi matin, je reviens à Europe 1, on me demande ce qui allait m'arriver. Et conférence de rédaction, ce qu'on appelle conférence de rédaction, aussi bien à la radio qu'à la télé, c'est par exemple, pour la télévision, le journal de 13h, il y a une conférence de rédaction à 9h30, tous les journalistes se réunissent, et on dit, bon voilà, on va traiter de tel et tel sujet, toi tu fais ça, on commence par là, etc. Et après le mec fait son conducteur, et prépare la présentation de son journal. Donc conférence de rédaction à Europe 1, et à un moment donné, le responsable des reportages dit, tiens, il y a eu un hold-up cette nuit, rue Scribe, c'est une rue qui est derrière l'Opéra, à Paris, dans un musée, et il y a eu, à l'époque, 8 millions de francs de tableaux qui ont été volés. Alors, M. Gorini me regarde et il me dit, allez faire le reportage de ce truc-là. Alors j'ai pris un agra, une bagnole, je suis arrivé rue Scribe, j'étais déchaîné, parce que je me disais, je joue ma vie, quoi, je voulais. Et alors, j'assiste, je regarde tout ça, il y a un gardien qui nous explique ce qui se passe, j'avais mon micro tout le temps entendu, etc. Et vers 11h30, le commissaire Le Taillanter, qui était à l'époque celui qui s'occupait des enquêtes sur les vols artistiques, les tableaux, etc., nous dit, à midi, je ferai une conférence de presse pour dire ce qui s'est passé. Alors, à midi, on s'est retrouvés devant lui, mais j'insiste sur le fait qu'à l'époque, il y avait 3 chaînes de télé et 4 radios, donc point de vue audiovisuel, on était 10, on était 8-10. Maintenant, vous regardez un type qui sort de l'Élysée, il y a 400 gars, on met des barrières, on ne se sort plus. Là, on était 10. Alors le commissaire Le Taillanter arrive, il dit, mesdames, messieurs, je vous écoute. Je sors mon micro, je pose une question tout de suite. Tout de suite, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et dès qu'il a eu fini de répondre, je posais une deuxième question, et j'ai posé toutes les questions, et j'étais déchaîné. Parce que je me suis dit, je joue ma vie. Et quand j'ai eu fini, il a dit d'autres questions, non, il dit ben non. Et puis il y a quoi qui a posé des questions. Alors je suis rentré à Europe 1 et j'ai dit à Gorini, monsieur, j'ai interrogé le commissaire de l'intérieur, vous allez voir, il va passer à 13h à la télé, vous allez me voir, j'ai posé toutes les questions. Je lui dis, c'était pas de la putasserie, c'était un peu quand même, enfin bref. Je lui dis, j'ai posé toutes les questions. Il a regardé, il a lu taga, il a dit bon, le mec il se démerde pas trop mal. Et puis ça passe, etc. Et puis quelques jours passent, et puis on me donne des... Mais là, vous n'avez toujours pas de contrat. J'ai pas de contrat, j'avais rien. Et puis la fin du mois d'août se passe. Et à la fin du mois d'août, il y a eu le patron d'une PME qui a été assassiné dans le 15e arrondissement, et il me dit, allez faire le reportage. Alors j'ai interviewé les gens, ça commence avec une enquête intéressante, les flics, les témoins, la famille, etc. Il vient, il me dit, bon, ça vous avez pas trop mal travaillé. Et à ce moment-là, il met une petite note de service en disant, désormais, les reporters, quels que soient les sujets que vous traitiez, quand vous viendrez les traiter à l'antenne, c'est 1 minute. Quoi qu'il se passe, 1 minute. Vous avez assisté à un procès qui a duré 6 heures, vous me racontez en 1 minute. Et on va distribuer un chronomètre à chacun, pour que quand il a enregistré quand il a écrit son papier, il vérifie qu'il a mis 1 minute. Il a dit, c'est pas la peine de parler comme une mitraillette. Hein. Il faut dire le maximum de choses dans le minimum de mots. Exactement. Et un copain me dit, si tu es sur la liste des gars qui ont le chronomètre, ça veut dire que tu devrais être engagé. Et j'ai vu, j'ai été sur la liste des chronomètres. On m'a donné un chronomètre, on m'a toujours pas engagé. Bon, alors je faisais très attention à ce que mes papiers fassent 1 minute, etc. Et au bout de 15 jours, M. Georges Leroy, qui était directeur adjoint de la rédaction, m'a appelé, il m'a dit, vous êtes engagé. Là, c'était une grande nouvelle pour moi. Je suis donc rentré à Europe 1. Et à ce moment-là, nous étions fin 70.
Et j'ai dit à Jean Gorini, je vous remercie beaucoup, je suis très heureux et très fier d'être à Europe 1, ça y est. Je voudrais vous dire un truc comme ça entre nous. Je suis passionné par le cyclisme depuis toujours. Je connais bien le vélo. Depuis mes 14 ans, quand Louis Bobet est devenu champion du monde, je me suis passionné sur le vélo. J'espère qu'un jour vous m'enverrez faire le Tour de France. Et il m'a dit, très bien. Et en juin 71, il m'a dit, vous allez suivre le Tour de France avec Robert Chapat, qui était un grand reporter, Fernand Choisel et Jacques Anquetil, qui a été mon idole, que j'avais vu courir quand j'étais gamin et avec qui j'ai suivi le Tour de France. Et ça, c'était pour moi des moments sensationnels. C'est pour ça que c'est un vrai plaisir de vous les raconter, entre parenthèses. C'est super intéressant. Et vous avez fait, il me semble, vous avez fait le Tour de France, mais sur une moto. Alors j'ai suivi le Tour de France en moto, c'est-à-dire que Fernand Choisel et Robert Chapat étaient chacun dans une voiture, l'un devant la course, l'autre derrière. Jacques Anquetil, lui, était commentateur parce qu'il donnait son avis. Il avait gagné 5 Tours de France, 5 Tours d'Italie, il était champion du monde, record de l'heure, donc il savait de quoi il parlait. Et moi j'étais le reporter qui était en moto, qui suivait les coureurs. Alors j'ai eu la chance extraordinaire, en 71, c'était Eddy Merckx qui a gagné le Tour de France. J'ai monté le Tourmalet en moto à côté de lui, mon micro, il était là à 2 mètres et j'ai vu les coureurs. Ça c'est quelque chose, il faut avoir vécu ça. C'était absolument fantastique. J'ai suivi après le Tour de France en 71, 72, 73, 76 et après dans d'autres conditions qu'on racontera plus tard. Alors c'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire que vous dites je vais rentrer à Ah, Europe 1, là, vous rentrez à Europe 1 et vous vous retrouvez directement avec vos idoles. Oui, enfin sportives. un an après. Ouais, enfin bon, un an après. Donc à 30 ans. Oui, en 71, j'avais eu 30 ans. Quand j'ai eu 30 ans, j'ai suivi mon premier Tour de France. Et alors, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Ça me fait drôle, mais je suis là pour les raconter. Et alors, le Tour de France se termine milieu juillet 71. Et je pars en vacances 3 semaines avec ma femme et mon fils. J'ai 3 garçons, mais à l'époque, j'en avais qu'un. Et début août, on me dit reviens. Je reviens à Europe 1 et Jean Gorini me dit voilà, à Amiens, il s'est passé une carambouille. Alors je lui dis qu'est-ce que c'est qu'une carambouille? Une carambouille, c'est un mec, petite entreprise en général, qui truque les comptes et qui part avec la caisse et qui disparaît. Il me dit mais la carambouille qui s'est passée à Amiens pour la société Dupont dirigée par M. Durand, il m'a dit je n'y comprends rien. Vous y allez. Vous voyez le juge, vous faites expliquer le truc, et à 12h30, vous m'envoyez un enregistrement d'1 minute pour me montrer que vous avez compris. Et si j'ai compris, c'est clair. Moi j'ai pris une bagnole, je suis parti à Amiens, il n'y avait pas de radar à l'époque, en 1 heure j'étais là-bas, et puis je vais au palais de justice, je vois le magistrat, je lui dis bonjour monsieur, Pierre Douglas, Europe 1, la carambouille de monsieur Dugenou, qu'est-ce qui s'est passé? Et je prends des notes, parce qu'il n'avait pas le droit, comme en tant que magistrat, de parler dans un micro. Alors je prends des notes, et après je suis dans un bistrot, et j'ai rédigé mon papier d'1 minute que j'ai chronométré en racontant la carambouille, machin, il est parti, il a compté jusque-là, il a fait ci et ça. Et puis quand ça a été fini, je suis allé au PTT, et au PTT, au répéteur, on branchait avec un câble notre magnétophone sur des câbles qui permettaient d'envoyer l'enregistrement directement à Europe 1. C'était comme Internet. Et donc, je disais, voilà, c'est Europe 1, il me branchait, c'était comme une conversation téléphonique directe. Et j'appelais le chef du service des informations générales, me dit, bon, c'est toi? J'ai dit, oui, c'est moi, j'ai mon papier, il dit, enregistre-le. Alors, j'ai 5, 4, 3, 2, 1, et j'enregistre mon truc. Et je termine, et Jean Gorini fumait la pipe, et on l'appelait Nonos. Et quand j'ai eu fini, j'ai dit, ben, aussi, j'espère que Nonos va y comprendre quelque chose. Il me dit, je te le passe, c'est à côté de moi. Je dis, ah bon. Alors il a fait comme s'il n'avait pas entendu. Il m'a dit, c'est bien, j'ai compris, j'ai une bonne nouvelle pour vous, dépêchez-vous de rentrer. Alors je suis rentré aussi vite que j'étais venu. Et il me dit, voilà, nous sommes en août 72, et c'est la guerre civile à Belfast. En Irlande du Nord, il y a 15 morts par nuit, c'est une catastrophe entre l'IRA, qui est soutenue par le gouvernement britannique, et les catholiques, qui sont en minorité. Et il me dit, vous partez ce soir à Belfast, pour nous raconter, vous allez passer toute la nuit dans les rues de Belfast, et vous allez nous raconter votre nuit demain matin à 7h en direct, vous m'appelez de l'hôtel, et vous me dites, voilà, j'ai fait ci et ça, enregistrez tout ce que vous voulez, démerdez-vous, je veux qu'on me raconte la nuit, votre nuit à Belfast. Et j'habitais à Villejuif, qui n'est pas loin d'Orly, à l'époque. Et je me dis à ma femme, je pars à Belfast, c'est formidable, etc. J'arrive à Orly, j'avais oublié mon passeport. Et j'avais uniquement ma carte de presse. Et j'arrive et le mec me dit, bah, vous avez votre passeport? Je dis non, j'ai ma carte de presse, regardez, c'est moi. Il me dit oui, vous savez, là, vous allez où? Bah, je dis je vais à Belfast. Et vous vous rendez compte, il y a 15 morts par nuit. De toute façon, l'avion passe par Londres. À Londres, ils ne vous laisseront jamais partir. Écoutez, monsieur. Il me dit, vous avez qu'à repartir demain matin. Je dis, si je pars demain matin, je suis viré. J'ai plus de boulot, je suis foutu, je suis au chômage. C'est pas possible, il faut que je raconte ma nuit à Belfast. Alors il me dit, écoutez,
Je dis, donnez-moi un billet pour Londres et là-bas je me débrouillerai. Alors, parce que si on n'est pas comme ça, on n'y arrive pas. Alors j'ai pris un billet pour Londres et arrivé là-bas dans un anglais de cuisine. J'ai dit au mec, I am in the shit. I have forgotten my passport. It is a catastrophe wonderful. If I can't go to Belfast, I am in the chômage, without travail, it is the merde. Enfin, j'ai sorti tout ce que je pouvais. Et j'ai monté ma carte de presse, mon agréé, et le mec il m'a filé un laissez-passer pour toute l'Irlande du Nord pour 1 mois. Alors j'étais quand même content. J'ai réveillé ma femme à 1h du matin pour dire j'y vais. Et je suis arrivé à Belfast, et j'ai loué une bagnole, et j'ai passé la nuit dans la ville de Belfast à enregistrer, écouter les coups de feu, les machins, etc. J'avais un peu la trouille, enfin, c'était pas l'Afghanistan ou la Syrie. Et puis à 7h du matin, j'ai envoyé ça. J'ai envoyé mon enregistrement, et j'avais enregistré des coups de feu. J'avais repéré qu'à un endroit, il y avait un char, etc. Et ça m'attrayait un peu. Donc je m'étais mis suffisamment loin pour ne pas être en danger et suffisamment prêt pour enregistrer. Et j'ai enregistré des vrais coups de feu. Et j'ai envoyé l'enregistrement à Europe 1. Et ça a duré comme ça pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, je suis rentré. Et Gorélie m'a dit, ça m'a bien plu l'enregistrement que vous avez envoyé, parce que ça, c'est pas des petits pois dans une casserole. Alors je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous me dites ça? Il m'a dit, parce qu'il y a un grand reporter que je ne citerai pas, à la fin de la guerre d'Algérie, en 1961, il y a eu l'attentat de la rue de l'Isly, qui était extrêmement grave. Il y a eu des dizaines et des dizaines de morts, français et du FLN, en 61, un an avant les accords d'Évian. Et il y avait un grand reporter qui a fait tomber des petits pois dans une casserole parce que ça faisait le même bruit qu'une rafale de mitraillette. Et il avait dit, je suis actuellement, il était à son hôtel. Il m'a dit, vous au moins on voit que ce n'est pas des petits pois dans une casserole. J'ai jamais oublié ça. Donc j'ai passé 10 jours en Irlande du Nord. Et après, on est arrivé en 72, j'ai couvert des procès, etc. Et alors en 72, je peux vous en parler aussi, parce que vous en avez... Juste une question, est-ce que c'était... Non, mais c'est très bien. Est-ce que c'était l'usage d'envoyer les journalistes un petit peu au sport, alors, un petit peu à la guerre? Le service du reportage, c'était... il faut toucher à tout. Moi, j'ai fait Roland Garros, le Tour de France, j'ai fait des procès en cour d'assises, en correctionnel, j'ai fait la sortie du Conseil des ministres, j'ai interviewé des politiques, j'ai interviewé des... Au reportage, on apprenait tout. Et j'ai passé 2 ans et demi à Europe 1. Après, je suis parti pendant 2 ans à RTL, 4 ans à RTL. Et là aussi, je faisais des reportages sur tout. Et c'est une formation extraordinaire pour la culture personnelle, pour connaître l'actualité et pour toucher un petit peu à tous les sujets. Il ne fallait pas chercher à être spécialiste de quelque chose. Donc ça m'a énormément aidé. Et c'est pour ça que j'ai la chance d'avoir de la mémoire. Et je me souviens de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris. Et c'est vrai que ça me sert encore aujourd'hui pour l'évoquer. C'était... très enrichissant, très enrichissant. Et on touchait, votre question est bonne, au reportage, on touchait à tout. Non mais oui, la question est bonne. Oui, je vous ai dit tout à l'heure, à bonne question, bonne réponse. Parce que c'est vrai que de loin, on a l'impression qu'on se dit, Pierre Douglas était journaliste, donc il était journaliste politique, en connaissant sa carrière. Ça n'a rien à voir. J'ai été journaliste pendant 2 ans et demi à Limoges. Ensuite, j'ai été journaliste de 70 à 77 à Europe 1, à RTL, puis à TF1. Et je suis rentré au service politique de TF1 en janvier 77, où je ne suis resté que 6 mois. Parce qu'au bout de 5 mois, j'ai interviewé Georges Marchais. Il se trouve que je me suis mis à le limiter aussi sec et que c'était bien. Et c'est arrivé aux oreilles de Leluron qui m'a dit, mais en plus de ça, quand vous le limitez, vous lui faites dire des trucs sur l'actualité, vous improvisez, vous avez l'air d'être plutôt doué, vous devriez tenter votre chance sur scène. Alors il m'a emmené... Il m'a fait venir sur scène dans un gala avec lui, où on a improvisé ensemble un dialogue entre Giscard et Marchais, et on a refait ça 15 jours plus tard au Don Camillo, où lui venait de passer, moi j'étais encore au service politique de TF1, on a improvisé à la fin du spectacle un sketch, enfin un interview entre Giscard, un dialogue entre Giscard et Marchais, et le public, je me répète, il y avait 3 chaînes de télé, Marchais passait à la télé 3 fois par semaine, il faisait 10 millions de téléspectateurs. Alors qu'aujourd'hui, un homme politique, il y en a 40 qui passent le dimanche, ils ont chacun 500 000, parce qu'il y a 40 chaînes. À l'époque, Marchais, qui était un type extrêmement truculent, qui avait des phrases extraordinaires, du jour où vous êtes venu avec vos questions, je suis venu avec mes réponses, etc. Il avait un succès fou, et j'ai imité Marchais avant Leluron, qui lui a eu l'extraordinaire gentillesse et honnêteté de reconnaître que je l'avais fait avant lui. Lui, il l'a fait plus tard. Et donc il m'a dit, tentez votre chance avec ça. Et quand on a fait ce sketch sur la scène du Don Camillo, en sortant de scène, le patron m'a dit, monsieur, je vous engage, vous commencez demain. Et je lui ai dit, moi je ne peux pas commencer demain parce que je présente le journal de 23h sur TF1, mais je serai là lundi. Et le lundi matin, je suis allé voir le PDG de TF1, Jean-Louis Guillot, je dis, mon cher président, je vous quitte, je
démissionne parce que je fais mes débuts au Don Camillo. Il m'a dit, jamais un journaliste m'a dit ça, il fallait que ce soit moi. Et puis j'ai fait mes débuts au Don Camillo le soir même et je suis resté 22 ans. J'ai changé de métier complètement à ce moment-là. Enfin, il s'est passé plein de choses. Oui, on va en parler. Mais le Luron, vous avez entendu dans quelles circonstances imitait Marchais? Alors en fait, j'imitais Marchais aux copains. Quand j'étais au service politique de TF1, nous étions 3 au service politique, 3 inconnus, dont je vais vous dire les noms. Bon, il y avait moi, il y avait Bruno Mazur, qui a fait le 20h, et il y avait Patrick de Carolis, qui est devenu PDG. Et nous étions 3 inconnus à l'époque, on était en 77, on se disait, un jour on fera le 20h. Et je voulais faire le 20h comme j'avais voulu entrer à Europe 1. Je me suis dit, ça ne me résistera pas, je ferai le 20h, j'y arriverai. Et Patrice Duhamel, notre patron, disait, écoutez, vous ne pouvez pas faire le 20h parce qu'il y avait Roger Chiquel, etc. Mais défoulez-vous dans le 23h. Alors on se défoulait dans le 23h, mais bon, c'était pas la même chose. Il y avait beaucoup moins de monde, on n'avait pas les mêmes sujets toujours à traiter de la même façon, on ne bénéficiait pas des mêmes reportages, etc. Et il se trouve que, en conférence de rédaction, tous les jours, quand on disait qu'est-ce qu'il y a comme sujet aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit Chirac, parce que 77, c'est l'année où Chirac est devenu maire de Paris. Et l'année d'avant, il avait démissionné de son poste de Premier ministre, c'est Giscard, qui ne lui a jamais pardonné encore aujourd'hui, etc. Donc on avait vécu tout ça. Et moi, je commentais en conférence de rédaction, avec la voix de Marchais, l'actualité. Et alors, je faisais rire les copains, mais faire rire les copains et un public, c'est pas tout à fait le même métier. Et c'est arrivé aux oreilles d'une journaliste que j'avais connue à RTL, et dont le mari a travaillé avec Giscard d'Estaing, il s'appelait Hubert Bassot. Ça a été un collaborateur de Giscard d'Estaing. Et Hubert Bassot était maire d'une commune de l'Orne, qui s'appelle Tingebray. Et il fait venir le Luron un dimanche, le 14 juillet 77, pour faire un gala. Il y avait un chapiteau, il y avait 3000 personnes, 3000 places vendues. Et Hubert Bassot, dont la femme était journaliste avec moi, me dit, bah, viens manger à la maison, tu vas faire connaissance de Luron, ça serait rigolo. Mais personne d'arrière-pensée. Et moi je me disais, c'est peut-être, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Alors nous sommes partis avec ma femme là-bas, et puis le Luron est arrivé en retard au déjeuner, avec sa Rolls et ses copains, il était tout petit, extrêmement sympathique, très marrant, rayonnant. Il arrive, il s'assoit, il me dit, il paraît que vous imitez Marchais. Je lui dis, il paraît que vous imitez Giscard. Alors déjà, il s'est dit, bon, le mec il a la répartie. Bon. Et on a improvisé à table un dialogue entre Giscard et Marchais. La table était écroulée, et il me dit tout à l'heure sur scène, je vous appelle, on remet ça. Ah ouais. Et je me suis dit, est-ce qu'il va le faire? On va au chapiteau, et il me dit, mettez-vous en bas des marches là, dans une demi-heure je vous appelle. Alors je regarde, je dis, est-ce qu'il va le faire? Mesdames, messieurs, je vais présenter un journaliste, vous ne connaissez peut-être pas, ça s'appelle Pierre Douglas, service politique de TF1. Mais il dit, limite Marchais, moi j'y arrive pas pour l'instant. Vous allez voir comme il le fait bien. Et je monte sur scène, la première fois de ma vie, devant 3000 personnes. C'est pour ça que le Don Camillo, ça me calme, parce qu'ils sont pas plus de 200. Alors... Et donc, je me suis retrouvé devant 3000 personnes, ça fait de l'effet. Et puis, je dis pas un mot, et puis lui, il commence en disant, alors monsieur le secrétaire général, je dis, qu'est-ce que c'est que cette question? Et nous voilà qui commençons à dialoguer en faisant Giscard et Marchais, les gens écroulés, et en sortant, il me dit, il faut que vous tentiez votre chance sur scène, et il m'a donc amené au Don Camillo, qui m'a engagé. Voilà comme c'est passé. Parce que vous avez d'autres imitations que Marchais? J'en ai fait, attention, je ne suis pas du tout un imitateur. Vous n'êtes pas imitateur, voilà, c'est ça. Oui, non, mais non. C'est ça qui est extraordinaire, parce que vous êtes super connu pour ça. Oui, mais l'imitation de Marchais a énormément marqué. Et plus peut-être encore que vous ne le croyez, mon cher Hervé, parce que Marchais est mort il y a 20 ans. Il est mort en 96. Et j'étais au Don Camillo vendredi dernier. 25 minutes de sketch, je sors de scène, je reviens, il y a un mec qui fait « Et Georges ?» Et tout, partout, j'étais à Clermont-Ferrand samedi dernier. Au bout d'une minute, il y a un gars qui dit « On aura droit à Marchais !» Et il est mort il y a 20 ans. C'est vous dire à quel point ça a marqué. Mais il se trouve que je l'imite bien, que je l'ai bien imité, que ça m'a aidé énormément à débuter ma carrière sur scène, mais j'ai imité très peu de monde. J'ai imité Marchais, j'ai imité Mitterrand, j'ai imité Eddy Merckx et Raymond Poulidor à l'époque où il courait, mais j'avais quelques imitations comme ça que j'avais chopées, mais c'est tout très très peu. J'étais incapable d'imiter Sarkozy, d'imiter Chirac, je ne sais pas imiter tous ces gens-là. Alors que Laurent Gérard est extraordinaire, il imite tout le monde, il a des voix fabuleuses, c'est un type extraordinaire. Donc il se trouve que c'est une imitation qui m'a lancé, mais je ne suis pas, je suis un imitateur par défaut, comme ça. Oui, mais alors, justement, c'est ma question suivante. Comment, alors que vous ne faites pas d'imitation, à part une, comment vous filez votre démission le lundi alors que le samedi on vous a proposé un job pour monter sur scène, alors que vous ne savez finalement pas faire de scène? Non, j'ai jamais fait de scène, mais bon, j'ai vu qu'il fallait se tenir au début au milieu, qu'il y avait un micro sur le pied, je dis vous parlez dedans, bon, et puis... Quand j'ai dit quand je viendrai lundi, le lundi j'ai passé ma journée à lire les journaux, qu'est-ce que je vais raconter ce soir? J'avais rien, il fallait faire 20 minutes. Alors j'avais rien, alors je me suis dit bon, déjà je vais en faire un max sur Marchais,
Donc j'ai improvisé un petit peu, j'ai pris quelques petites notes, mais je ne voulais pas avoir de notes sur scène, ça ne fait pas bien. Donc j'ai enregistré dans ma tête, j'ai parlé de ci et de ça, le programme commun, Mitterrand, Robert Fabre à l'époque, etc. Et puis le Luron avait fait quelque chose de merveilleux, il avait enregistré une demi-douzaine de questions avec la voix de Philippe Bouvard, et ça me permettait de relancer. Je faisais signe au technicien, il envoyait la question, Bouvard, et hop, Marchais répondait, Merckx répondait, Poulidor répondait, Zitrone. J'ai imité Zitrone, ça c'était un truc qui a bien marché aussi. Et donc j'ai improvisé en fait en tournant autour de quelques idées que j'avais. Bon, je suis sorti de scène, la première fois ça s'est pas trop mal passé. Le lendemain c'était plus difficile. Et puis au bout de 3 jours, le patron vient, il m'a dit, vous savez, c'est bien parce que le Luron vous a présenté, puis il y a des soirs, hein, c'est pas terrible, écoutez, laissez-moi faire, donnez-moi quelques jours, je vais y arriver. Et puis il m'a fallu 3 semaines. Il m'a fallu 3 semaines en étant tous les soirs pour avoir un tour de 20 minutes qui tenait debout avec un rire toutes les 10 secondes, etc. Parce que c'est ça qu'il faut. Si les gens m'ont parié pendant 20 secondes, c'est trop long. Et donc j'ai mis 3 semaines pour voir mon tour. Et après il m'a dit formidable, je vous garde, etc. Et puis je suis resté 22 ans. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est ce qui s'est passé dans votre tête. Parce que vous le disiez tout à l'heure, votre obsession, vous vouliez faire le 20h. Oui. Alors, vous êtes journaliste, vous voulez faire le 20h. Et comme ça, du jour au lendemain, qu'est-ce qui s'est passé du jour au lendemain, devant ces 3000 personnes, qu'est-ce qui s'est passé? Devant les 3000 personnes, c'était une espèce d'adrénaline extraordinaire. Je me suis dit, est-ce que je ne vais pas revivre ça? Et quand le patron du Don Camillo m'a dit, vous commencez demain, je me suis dit, au revoir le 20h, ça passe ou ça casse. Il faut que ça marche. Parce que on est en 77, j'ai 36 ans, et changer de métier à 36 ans, c'est pas de la table. Même si c'était, je le dis bien, moins difficile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très 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 difficile. Mais c'était déjà pas commode, il fallait apporter quelque chose. Je pense que j'avais rien apporté d'original et de fort, ça n'aurait pas passé. Donc je me suis dit, j'ai complètement pu penser aux 20h. Ma femme me disait, si jamais ça ne marche pas, ben, tu pourras redevenir journaliste, mais je me disais dans quelles conditions, quand on a claqué une porte, enfin, quand on a démissionné, c'est difficile de revenir. Et je me suis dit, ça passe ou ça casse. Et pendant 3 semaines, j'ai eu... Bon, j'étais un petit peu angoissé, mais quand le patron m'a dit, ça y est, votre tour il tient debout, vous restez. Il tient debout, vous restez, je me suis dit, je suis sauvé, maintenant j'ai plus qu'à progresser, avancer. Et puis après, les choses s'enchaînent. Parce que le directeur du caveau de la République est venu me voir au Don Camillo, il m'a dit, je vous prends aussi au caveau de la République. Et en 2 mois, je me suis retrouvé à faire 2 cabarets tous les soirs, alors que je n'étais pas connu. Et puis après, le PDG de TF1, Jean-Louis Guillot, il a dit à Duhamel, allez voir un peu comment ça se passe pour notre ancien journaliste. Et il est venu, et puis il m'a dit, Guillot veut te voir. Et Guillaume m'a dit, Michel Denisot arrête les samedis après-midi de TF1 avec Denis Fabre, est-ce que tu veux prendre les samedis, est-ce que vous voulez prendre les... J'ai dit, bien sûr. Et comme Garcimore était avec moi au Don Camillo, eh ben j'ai dit à Guillaume, j'ai dit, je viens le samedi après-midi de Denis Fabre, j'ai un gars formidable à vous présenter. Et on a commencé ensemble. Et là, on a mis des visages sur nos voix. C'est énorme, parce et que je me suis fait connaître comme vous ça. Vous ne faites pas le 20h, mais vous faites l'après-midi de TF1 le samedi. Ah bah oui, j'étais beaucoup plus longtemps à l'antenne que le 20h, c'était beaucoup plus rigolo. Bah fallait bien choisir. Donc vous devenez une vedette de cabaret, vous devenez une vedette de télévision, et vous changez complètement d'univers, vous rentrez dans l'univers du showbiz. J'ai changé de vie complètement, j'ai fait connaissance avec des tas de gens dont j'imaginais pas que je les connaîtrais un jour, et puis je me suis bien... attaché à faire évoluer mon tour de scène en lisant beaucoup de journaux. J'ai toujours adoré lire les journaux. Quand j'étais petit, je demandais à mon père les journaux, j'adorais ça. Donc j'ai jamais cessé de lire les journaux, au moins 1 heure et demie par jour depuis 40 ans. Et j'améliorais, dès qu'il y avait un truc marrant dans l'actualité, je le mettais dans mon tour. Je m'arrangeais pour en parler, pour que les gens disent « Oh la vache, ça, il n'aurait pas pu le dire avant-hier. » Ça marque. Il y a des choses intemporelles, des choses qu'on modifie tout le temps. Et puis, je me suis retrouvé, presque du jour au lendemain, sur 2 scènes. Et puis après, il y a eu le samedi après-midi de TF1. Je me suis dit, je fais de la télé, je suis sur scène, il faut que je fasse de la radio, parce que je sais faire de la radio, j'en ai fait à Limoges. Alors j'ai été voir France Inter et je leur ai dit, voilà, ils me connaissaient, puisqu'ils me voyaient le samedi après-midi, leurs gosses me disaient, papa, t'as vu le mec, etc. Donc ils me connaissaient. Et c'est comme ça que j'ai été engagé en France Inter en juillet 78, et j'ai fait les petits matins de 6h30 à 9h15 pendant 4 ans. Et ça, c'était pour moi, pour mon métier, pour ma vie professionnelle, c'était extraordinaire. Vous vous rendez compte d'être à la radio. Et à l'époque, toujours pareil, quand j'ai pris France Inter en 78, il y avait 4 radios. J'avais 8 millions d'auditeurs le matin. Vous vous rendez compte? Du lundi au vendredi pendant 4 ans. C'est extraordinaire. Et je suis un des animateurs qui a reçu le cadeau le plus extraordinaire qui puisse arriver à un animateur de radio. Un jour, j'ai reçu une muselière. Le réalisateur vient dans le studio, il y avait une pub ou je sais pas quoi, il me dit, regarde, il n'y a pas 2 animateurs qui vont se faire un cadeau comme ça, j'ouvre le truc, une muselière, on pleure de rire, c'était un Belge,
qui m'envoie une mail en me disant « Vous parlez trop vite, vous parlez sans arrêt, bouclez-la un peu, qu'on respire, vous êtes insupportable, vous êtes vent. » Alors je l'ai dit à l'antenne, et puis on a pris son numéro, on l'a appelé. En direct. En direct, c'est ça ce qu'on ne peut pas faire à la télé. Et qu'à la radio on peut le faire. C'est pour ça que j'adore la radio. Et je l'ai pris en direct, je lui ai dit donc, ouais, muselier, vous permettez que je la retire pour vous poser une question, que s'il vous a pris, et on est devenus de bons copains, et de temps en temps il téléphonait, il passait à l'antenne pour raconter. On est devenus de bons copains. C'est des anecdotes extraordinaires, c'est des trucs qu'on vit seulement quand on fait une vie comme ça, quand on a une vie comme ça. On va bientôt s'interrompre pour manger. Ah bah oui. J'ai plein de questions, je vais vous en poser une qui me tracasse depuis longtemps. Est-ce que vous avez croisé Georges Marchais après l'avoir aimé? Oui. Parce que c'était quand même un sacré bonhomme. C'était un type il a une mauvaise foi incroyable. Ça s'est terminé avec un petit peu d'inimitié, mais bon, j'étais à France Inter tous les matins, donc, et un matin, on me dit à Marchais qui vient dans le studio d'à côté, et je dis à l'animateur, je dis donc, il a entendu parler de moi, ça fait 1 an que je l'imite, etc. Demande-lui s'il veut bien que je lui dise bonjour, j'aimerais faire sa connaissance. Et puis je lui dis, écoute, quand vous irez dans le couloir, je serai 20 mètres derrière. S'il rentre dans le bureau, c'est qu'il est d'accord. S'il se casse, c'est qu'il ne veut pas me voir. Bon. Et je vois qu'il rentre dans le bureau. Alors, je suis rentré, et je dis, bonjour monsieur Marchais, ça me fait plaisir de passer. Il m'a dit, c'est sympathique votre numéro, etc. Et puis je lui dis, mais... il me dit, vous savez, à l'Assemblée nationale, on me dit, dis donc, ça y est, t'as ton imitateur, t'as ton bouffon maintenant. Il a été sympa, et il m'a invité à déjeuner place du Colonel Fabien. Je ne suis jamais allé, parce que, 1 an après, en 78, il y a eu des élections législatives. Et ces élections législatives, tout le monde disait que la gauche allait les gagner. C'était le programme commun, c'était Mitterrand, Marchais et Robert Fabre. Et on avait dit que si la gauche gagnait les élections, il y aurait ce qui aurait été la première cohabitation avec Giscard à l'Élysée et Mitterrand à Matignon. C'est ce qui était prévu. Et la droite a gagné de très très peu les élections, mais de très très peu, parce que Marchais s'est fâché avec Mitterrand et Robert Fabre, et il a fait exploser le programme commun. Je vous dis ça parce que le lendemain de la victoire de la droite à l'arraché, Giscard a reçu à l'Élysée tous les responsables des grands partis politiques. Mitterrand pour le PS, Marchais pour le PC, etc. Et quand ils sont sortis, ils n'ont pas dit un mot. Et Michel Drucker rappelle le Luron, il dit « Viens avec Pierre dans les rendez-vous du dimanche, et vous allez nous dire ce qu'ils n'ont pas dit. » Alors, on est arrivé là-bas, et puis l'émission commence, et puis Drucker me dit « Alors, monsieur le secrétaire général, qu'est-ce qu'il vous a dit, Giscard ?» Et moi je dis « Giscard, il m'a remercié parce qu'il m'a dit « Sans vous, on gagnait jamais !» Alors à partir de là, il n'a plus été d'accord à ce que je lui faisais dire. Et puis Bouvard m'appelle un jour et me dit, dites donc, j'ai posé une question sur vous à Marchais, et il m'a répondu, ce qu'il raconte n'intéresse que les concierges du 16e arrondissement. Il m'a dit, qu'est-ce que vous répondez? Je dis, je réponds, je ne savais pas qu'il connaissait le 16e. Alors à partir de là, on s'est plus revu. Il faut avoir le dernier mot de temps en temps quand on peut. Ah oui, c'est très bon. Écoutez, on va continuer cette conversation très rapidement. Avec plaisir. Et un plaisir partagé, j'imagine. Bon appétit, puis à tout de suite. Ah ben, à tout de suite.